Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur France 3 Hauts-de-France pour cette première émission de la saison de Dimanche en politique. On débat aujourd'hui la nouvelle Assemblée nationale. Quel visage la nouvelle majorité parlementaire aura-t-elle ? Quelle coalition ? Michel Barnier vient d'être nommé Premier ministre par Emmanuel Macron. Il poursuit sa consultation en vue de composer un nouveau gouvernement. Lequel ? Minoritaire ? Technique ? Quel programme ? Quel budget ? Le RN arrivé en tête dans les Hauts-de-France est-il en position d'arbitre ? Les LR sont-ils les grands gagnants ? Le nouveau Front populaire est-il le grand perdant ? Réussira-t-il à rester uni ? Nous allons voir quel est le quotidien des députés durant cette période d'attente. 4 invités avec moi, donc des Hauts-de-France, pour parler et pour débattre. Violette Spilbou, tout d'abord, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes député du Nord d'Ensemble pour la République. Alexandre Ouizil à vos côtés, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur PS de l'Oise, membre national du Parti socialiste. Pour le Rassemblement national, Alexandre Sabatou, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes député RN de l'Oise et enfin avec nous également pour le Parti Les Républicains, Julien Dive, bonjour. Bonjour à tous. Alors, vous êtes député LR de l'Aisne. Merci à vous quatre d'avoir accepté de débattre. On commence avec cette première partie, avec cette question dissolution de l'Assemblée nationale, des députés au chômage technique. Julien Dive. Ça veut dire quoi ? Je vous pose la question. Avec la dissolution ? Évidemment, quand il y a une dissolution, les travaux parlementaires stoppent net. On perd même nos mandats. On devient en quelques secondes de statut de parlementaire, de député à celui de citoyen sans mandat. Et en fait, on est candidat, on a fait campagne. Donc, chômage technique, je ne suis pas sûr, parce qu'on a tous fait campagne pour celles et ceux qui étaient en campagne. Par contre, oui, chômage technique du temps législatif et du Parlement. Pour autant, la campagne des législatives ayant été très rapide, puisqu'elle était éclair, dès le 9 juillet, nous étions tous sur le terrain, j'imagine, mais moi, c'était mon cas en circonscription, à recueillir aussi les attentes et les revendications de nos concitoyens. C'est notre rôle d'être député au Parlement, mais aussi d'être député de terrain. Ah non, on en parlera dans le détail tout à l'heure. Donc, Violette Spilbou, des députés donc, en chômage technique, c'était ce que souhaitait le chef de l'État. En tout cas, en cette rentrée, après la réélection dans ma circonscription, je trouve qu'au contraire, on est très, très sollicité par les citoyens. Et puis, on a déjà sur le terrain aussi l'effet des mesures législatives et des mesures qui ont été décidées les derniers mois. J'étais à la rentrée scolaire, par exemple, à Tourcoing, dans des écoles publiques qui ont mis en place l'expérimentation sur l'uniforme en maternelle, en primaire, pour voir comment ça se passait avec les parents, les enfants. Donc les forums des associations dans notre circonscription, Marc-en-Barœul, Bondy, Mouveau, la libération de l'île. Dans toutes les villes de France, il y a les cérémonies de la libération. Il s'agit bien du Parlement, du fonctionnement. Oui, mais un député, c'est aussi ça, c'est être présent aux commémorations officielles. Et puis, ce week-end, la braderie de Lille, les députés doivent être aussi là pour porter haut leur territoire. Alors, Alexandre Sabatou, même question, des députés au chômage technique ? Oui, écoutez, depuis le 7 juillet, nous avons tous été réélus ici et nous n'avons pas de texte à discuter parce que nous attendons toujours un gouvernement et ça, c'est l'héritage du chaos qui a eu lieu suite au Front républicain, le Front des magouilleurs finalement, qui s'est opposé à un vrai projet qui était celui du Rassemblement national. Pour autant, nous ne sommes pas, comme l'ont dit mes collègues, on est sur le terrain à discuter avec nos électeurs, mais aussi on a eu la chance en commission des finances d'auditionner M. Bruno Le Maire qui se disait très heureux de son bilan. Pourtant, il laisse une ardoise de 1000 milliards de dettes. 33 000 entreprises ont mis la clé sous la porte au premier trimestre. Et il nous explique que maintenant, il faut peut-être toucher l'épargne des Français pour s'en sortir. Que nous lui avons fait remarquer que c'était tout à fait inadmissible et qu'il est probablement l'un des pires ministres de l'économie. Nous développerons tout ça dans quelques minutes. Donc, dernière question. Donc, c'est à vous, Alexandre Ouizil. Vous êtes sénateur, pas député, mais parlementaire tout de même. Oui. Des parlementaires au chômage technique en ce moment. Oui, je ne suis pas dans la même situation que mes collègues. Nous n'avons pas été dissous et donc je n'étais pas en élection durant ce mois-là. En revanche, ce que je constate aussi, comme vous, c'est qu'en fait, il n'y a pas de chômage technique pour les parlementaires. En effet, il y a des cérémonies de libération dans toute l'Oise qui ont eu lieu à la fin du mois d'août. Moi, j'y étais pour aussi prendre le pouls de la population, de ce que pensent les gens au quotidien. Moi, ce que je peux vous en dire, c'est que je ressens quand même
une frustration dans mes discussions par rapport à ce qui est en train de se passer, par rapport au vote. Le fait que vous ayez aujourd'hui un Premier ministre qui a été élu, qui est issu d'un parti qui a fait 5% lors des élections législatives, il y a quand même un sentiment que voter ne sert à rien qui commence à se diffuser dans la population, et ça, je trouve ça dangereux. Et par ailleurs, sur le Parlement, en effet, on a quand même des sujets budgétaires énormes qui sont devant nous. On a sur l'année en cours un déficit qui est beaucoup plus important qu'attendu, de l'ordre de 20 milliards d'euros d'écart, avec des pertes de recettes que le ministre de l'économie a eu du mal à expliquer en commission des finances. Donc il y a des gros sujets en cette rentrée qu'il faut traiter. Alors donc cette dissolution voulue par le chef de l'État le soir des résultats aux élections européennes a été vécue comme un véritable choc face à cette crise sans fin. Emmanuel Macron tend la main aux partis politiques. On l'écoute, c'était au Trocadéro lors des JO de Paris. Écoutez. La responsabilité de ces partis, c'est de faire quelque chose que toutes les démocraties européennes font, qui n'est pas dans notre tradition, mais qui est, je le crois, ce que nos compatriotes attendent, parce que c'est être à la hauteur du moment et des responsabilités que les Françaises et Français ont données à ces partis. C'est de sortir, en quelque sorte, de leurs évidences. C'est de savoir faire des compromis. Alors c'est le compromis que le chef de l'État vous demande, c'est ce que vous comptez faire. Est-ce complexe, Alexandre Sabato? Est-ce que c'est ce que vous allez faire? Écoutez, nous avons toujours fait ça depuis que nous avons un groupe parlementaire depuis 2022, où nous avons voté pour l'intérêt des Français. On l'a montré, par exemple, quand la majorité a présenté une loi anti-squat, nous avons voté pour. Quand M. Dive a proposé une proposition pour améliorer la retraite des agriculteurs, nous étions là pour la voter. Et donc ainsi, si M. Barnier, au gouvernement, propose, par exemple, de de mettre fin au droit du sol, le Rassemblement national sera là pour le soutenir. Si M. Barnier propose de mettre fin à l'AME pour le remplacer par une aide médicale d'urgence, le Rassemblement national sera là pour l'aider. Donc finalement, la balle est dans leur camp et le Rassemblement national sera une opposition, mais une opposition constructive. Alors, donc, Violette Spilbout, 2 mois après cette élection des parlementaires, après la dissolution, assistons-nous à cette clarification voulue, souhaitée par le chef de l'État? Alors, je ne crois pas qu'on soit dans une période de clarification. On est dans une période difficile. Objectif raté, alors, du chef de l'État. On est, nous, sur le terrain, et effectivement, on entend partout l'inquiétude des Français et même l'inquiétude des députés, parce qu'on peut, les uns les autres, avoir des bonnes pratiques de travail transpartisan. Moi, j'ai travaillé avec un collègue socialiste sur le statut de l'élu ou sur la protection de l'enfance, avec des collègues des Républicains sur la sécurité routière, par exemple. Donc, on a plein de sujets qu'on travaille ensemble en transpartisan à l'Assemblée. Simplement, là, on est à un moment où on attend la composition d'un gouvernement où chacun doit faire des renoncements, parce qu'un compromis, surtout quand nous, l'ex-majorité, on a perdu une élection, on n'est pas en position, même si on est un groupe important de l'Assemblée nationale, de revendiquer que tout nous convienne. Il va falloir être capable de faire des compromis, de mettre de la bonne volonté aussi avec un Premier ministre, je trouve, qui est annoncé et qui se présente comme quelqu'un qui n'est pas sectaire. Et pour moi, c'est extrêmement important parce que on peut ne pas être d'accord avec nos oppositions du NFP, avec les oppositions des Républicains, avec le Rassemblement national. On peut ne pas vouloir faire des propositions de loi ensemble, mais le Rassemblement national, c'est 11 millions d'électeurs. Et donc, si on ne les entend pas aujourd'hui dans un nouveau format de gouvernement et de gouvernance de la France... Qu'est-ce que ça signifie, une main tendue avec le RN? C'est peut-être... Ce n'est pas une main tendue. Je crois que là-dessus... Michel Barnier a été très clair, et nous, on le sera. Le groupe présidé par Gabriel Attal ne souhaite pas faire de compromis avec le Rassemblement national. Simplement, on a devant nous un Premier ministre pour lequel, pour l'instant, il n'y a pas des motions de censure qui sont annoncées pour le renverser a priori. Donc faisons confiance à Michel Barnier pour proposer des mesures qui sont efficaces pour la sécurité, pour la santé, pour l'éducation. Alors donc le chef de l'État a nommé il y a quelques jours, vous en parliez, Michel Barnier, Premier ministre. Il effectue toujours les consultations pour constituer son gouvernement. Cela s'annonce difficile peut-être ou peut-être pas pour le ministre de composer un gouvernement, d'attirer des élus de gauche. Mission impossible, Alexandre Huizil? Je vais repartir de ce qu'a dit le président de la République, parce que je pense que c'est comme ça qu'on peut comprendre ce qui est en train de se passer. Le fonctionnement normal des démocraties européennes qu'il a cité lui-même... Le compromis, la base du compromis, c'est ce qui se passe en Europe. Si vous me permettez, la base du compromis qui se passe en Europe, elle se passe sur les résultats des élections. C'est-à-dire que partout en Europe, lorsqu'il y a des élections, la force qui est arrivée en tête est appelée à essayer de former un gouvernement, puis à trouver une majorité parlementaire ou du moins une non-censure. Cette logique institutionnelle-là, vous le savez, n'a pas été respectée par le président de la République, puisqu'il a décidé d'appeler la force qui était la dernière, finalement, des élections qui se sont déroulées, c'est-à-dire les Républicains. Et il a construit son idée d'une non-censure en se disant que les Républicains
plus les LREM, plus la non-censure du RN, ça permettait de faire passer les choses. Et ben moi, je dis qu'on est en rupture complète avec le sens de l'élection. Le sens de l'élection, c'était au deuxième tour un front républicain auquel les républicains n'ont même pas, eux, participé. Moi, je prends l'exemple dans ma circonscription, le ancien député Maxime Minot, qui ne s'est pas retiré pour un candidat qui n'était même pas un candidat LFI, qui était un médecin communiste que tout le monde connaît très bien, qui s'appelle Loïc Penn chez nous, et les LR ne se sont même pas retirés. Donc, si vous voulez, le sens de l'élection a été complètement bafoué. Et donc, évidemment, qu'il n'y aura pas de personnalité de gauche, qui font de la politique active à gauche, on peut toujours trouver quelqu'un de derrière les fagots, que sais-je. Mais évidemment qu'il n'y aura pas de personnalité de gauche qui rentreront là-dedans. Pour la récusation de Bernard Cazeneuve, la vérité, vous le savez très bien, c'est que c'est la récusation du président de la République. À partir du moment où Bernard Cazeneuve a fait entendre au président Macron qu'il allait devoir bouger sur la question de la réforme des retraites et sur un tas de sujets, à ce moment-là, le président de la République a décidé de l'écarter. C'est ça la vérité. Oui, et donc, la question du respect du scrutin est vraiment posée, et vous voyez bien que c'est un sujet dans le pays. Alors donc, avant de revenir plus sur le fond, sur évidemment ce nouveau gouvernement qui est en pleine gestation, construction, enfin pas encore complètement déterminé, donc on le connaîtra peut-être en début de semaine. C'est ce qui aujourd'hui donc semble se dire. Donc que se passe-t-il à l'Assemblée nationale donc depuis le 7 juillet? Qu'en est-il donc? Soyons maintenant précis. Des projets de loi en cours de discussion avant la dissolution, comme le projet de loi sur la fin de vie, la réforme de l'assurance chômage, Julien Dive. Est-ce que tous ces dossiers, ces projets de loi, est-ce que vous y travaillez encore ou est-ce que tout cela est mis de côté? Je vais reprendre un peu, parce que vous venez de dire, et avec le passage du président de la République, avec les différentes interventions, on a rappelé ce qui s'était passé depuis le 7 juillet. D'abord, vous parlez de compromis, de travail de fond et autres. Nous sommes la seule formation politique pour la droite républicaine à avoir mis sur la table, dès la semaine qui a suivi l'élection, des propositions avec un certain nombre de lignes rouges sur la sécurité, sur le travail, sur la valorisation du pouvoir d'achat des concitoyens. Partant de ce principe, c'était un certain nombre de thèmes qui devaient être repris dans des propositions de loi, dans des projets de loi par le futur gouvernement. Nous ne savions pas à l'époque qui serait le Premier ministre. Ensuite, il y a eu la proposition de Mme Castet, qui arrivait de nulle part, puisque vous parliez de personnes qui pourraient arriver de nulle part. C'était le cas, qui vous regarde dans vos instances internes. C'est un compromis politique. Cette dame est annoncée. Bon, c'est tout. On la découvre. Le président de la République, c'est lui qui choisit, puisqu'il est président de la République. On est d'accord. Jusqu'alors, c'est lui qui. C'est pas une candidature. On n'envoie pas son CV. Mais il y a des usages républicains. Vous en conviendrez. Qu'on appelle la force arrivée en tête. Moi, je défends pas. Je défends pas son choix. Il a fait ce qu'il a fait. Permettez-moi d'expliquer, je ne vous ai pas coupé, ne vous en coupez pas, ça serait sympa. Et donc en fait, le président de la République a constaté qu'il y avait de facto une censure probable, très fortement probable, pour Mme Castet. Alors il aurait pu la nommer, effectivement, ça aurait tenu une semaine, et on était dans la même situation de blocage qu'on a connue pendant les 50 derniers jours. Il y a eu l'hypothèse M. Cazeneuve, c'est le Parti Socialiste lui-même qui a même fait un communiqué de presse pour tuer M. Cazeneuve en disant à 50%, nous n'en voulons pas. Mais c'est la réalité, c'est factuel, c'est écrit noir sur blanc, chers collègues. Non, c'est écrit noir sur blanc. Donc à partir de là, le président de la République se tourne vers une solution. Pourquoi ? C'est nous qui avons débloqué la situation en réalité, parce qu'on a accepté que Michel Barnier, en l'occurrence, en tant que Premier ministre maintenant nommé, s'engage dans cette voie-là, parce qu'il fallait débloquer le pays. On n'allait pas rester comme ça pendant des semaines et des semaines. Il faut bien que les Français aujourd'hui qui attendent des réponses sur la sécurité, et on voit encore les refus d'obtempérer dans l'actualité qui crée des troubles à l'ordre public et même des morts, il faut bien apporter des réponses aussi sur la question du pouvoir d'achat. Donc il faut bien qu'on avance. Donc avant, soit en bloc, soit en avance. Alors avant d'aborder la seconde partie, donc peut-être faire un petit tour de table rapide sur quel est votre quotidien durant ces jours-ci, donc dans l'attente de l'animation d'un gouvernement. Donc vous ne l'avez pas dit totalement ce que vous faites actuellement. Tout est suspendu, en fait, tous les textes, qu'ils soient adoptés à l'Assemblée nationale, qui sont censés aller au Sénat. Je prends l'exemple de la loi d'orientation de agricole qui a été adoptée à l'Assemblée et qui devait aller au Sénat. Absolument. Et d'autres textes qui étaient en débat sont arrêtés. Il appartiendra au prochain gouvernement de décider quels sont ceux qui sont maintenus à l'ordre du jour, Sénat ou Assemblée, ou quels sont les nouveaux projets qui sont mis à l'ordre du jour. Mais il y a des urgences, celles que je viens de vous évoquer. Alexandre Sabatou, même chose. Donc la niche parlementaire vous attend. C'est vous qui serez donc les premiers. Donc quel est votre quotidien actuellement au RN? Donc le quotidien actuellement, c'est d'être sur le terrain, rencontrer les maires, les électeurs. Au Parlement. Mais au Parlement, il n'y a pas grand-chose. Nous préparons, nous faisons notre entrée ce week-end actuellement.
pour préparer ce qui va se passer à l'Assemblée nationale. Et nous préparons notamment notre niche parlementaire où nous allons proposer l'abrogation de la réforme des retraites. Nous avons a priori une majorité à l'Assemblée nationale. Monsieur Desfontaines a dit à la télé qu'il voterait, que les communistes de l'Assemblée nationale voteraient en faveur. Et donc je pense qu'on va voir ceux qui parlent beaucoup, ceux qui sont très présents en manifestation, qui font du bruit, qui font le bordel à l'Assemblée nationale, s'ils vont vraiment se battre pour le peuple et abroger cette réforme des retraites. Donc Alexandre Ouizil, est-ce que le NFP va voter pour la réforme des retraites, que le RN compte proposer l'abrogation, même si sur le fond ce n'est pas la même chose. C'est une réforme des retraites, donc 42 ans travaillés, on est bien d'accord. Et vous, ce serait... ans l'âge de départ à la retraite. Voilà, avec 42 ans. Mais donc les 42 ans pousseraient donc les uns et les autres, s'ils n'ont pas effectué leurs 42 ans, à dépasser les 64 ans parfois. C'était la situation avant. Et vous-même, donc le NFP, 60 ans. Non, ce qui était dans le programme du NFP, c'était la question de l'abrogation de la réforme des retraites. Est-ce que vous allez vous entendre et voter la même chose ? Je vais dire les choses simplement. Nous avons une règle simple. Nous ne votons pas les textes du Rassemblement national. Et je vais vous dire, je vais aller plus loin que ça. Moi, j'ai été des semaines et des semaines dans les manifestations, aux côtés des Français, aux côtés des syndicats. Je n'y ai jamais vu un député du Rassemblement national. Je ne vous ai jamais vu, monsieur Sabatou. Et donc, ce combat, c'est celui de la gauche. Et donc, les petites récupérations par les niches parlementaires, et donc, nous trouverons l'occasion de poser ce texte. Mais jamais, je le dis, c'est une question de principe. C'est une question de principe. Le peuple ne vous a pas vu pendant les manifestations, on ne vous a jamais vu. Et donc, c'est une question de principe. Nous ne votons pas avec le Rassemblement national. Vous avez été élu par des notables. Excusez-moi, moi, je ne vous ai jamais vu en manifestation. Je ne vous ai jamais vu en manifestation. Vous y étiez ou pas ? Ne donnez pas des leçons. Est-ce que vous y étiez ? Non, j'étais pas là. Bon, point. Mais j'étais à la Merci d'avoir répondu à la question. Ça suffit. Je vous remercie. En tout cas, peut-être juste sur les projets qui sont dans les cartons, comme vous évoquiez, juste avant la dissolution, il y avait quand même des projets de loi qui avaient bien avancé. Celui de l'agriculture, pour moi, le sujet de l'agriculture et de l'accompagnement des agricultures est primordial et va arriver à nouveau dans le débat politique dans quelques semaines, au moment du vote du budget. Il doit revenir après le vote à l'Assemblée, le Sénat. Et puis, on a le sujet, par exemple, du projet de loi délinquance des mineurs, qui était dans les cartons, qui était prêt à être débattu et qui a un vrai sujet qu'il faut traiter pour les Français et dans notre région aussi, l'accompagnement de la protection de l'enfance et la délinquance. Que les dossiers, les projets de loi donc, sont en suspens, en tout cas sont encore d'actualité, ils vont revenir, tout va dépendre de la constitution de ce gouvernement. En tout cas, vous êtes prêts à y retravailler. Donc, on aborde maintenant la seconde partie de ce débat et cette question, comment gouverner ? Il promet un gouvernement équilibré où chacun aura sa place. Le gouvernement Barnier peut être dévoilé en début de semaine, je le disais il y a quelques instants. Quelles alliances ? Quelle coalition ? Michel Barnier souhaite la proximité de l'État, qu'il veut valoriser, consolider une justice fiscale, un gouvernement et de droite et de gauche, avec des ministres qui se déclarent actuellement, donc peut-être des ministres qui sont qui émergent. Chaque jour, un nom apparaît. On verra la composition au début de semaine. Voilà sa méthode de travail pour le moment. Alors qu'en coulisses s'opère donc cette composition de gouvernement, une ligne politique qu'il tient depuis sa nomination. Je vous propose de l'écouter, ce qu'il souhaite précisément, Michel Barnier. Il faudra enfin beaucoup d'écoute, beaucoup de respect. D'abord, du respect entre le gouvernement et le Parlement, du respect à l'égard de toutes les forces politiques, je dis bien toutes les forces politiques qui y sont représentées, et je vais m'y atteler dès ce soir. Du respect aussi vis-à-vis des partenaires sociaux, des partenaires économiques, et puis vis-à-vis des élus locaux. Alors donc, Alexandre Ouizil, qu'est-ce que cette main tendue vous évoque une nouvelle fois ? Vous l'avez dit il y a quelques instants. Est-ce que ce gouvernement est de droite et de gauche, après réflexion, ce serait possible ? Non mais je pense qu'on va sortir des éléments de langage de M. Barnier que je respecte par ailleurs. Ce qui est en train de se passer est une explicitation des accords sur le 49.3 qui existaient avant. En fait, la majorité LR et LREM va exister au gouvernement. Ça va se passer. Le gouvernement va être un gouvernement, je vous m'en mets ma main à couper sans aucune difficulté, LR, LREM. Nous, comment allons-nous agir dans cette situation si le gouvernement survit à la question de la censure, puisque nous censurons, je vous l'ai expliqué, pour les raisons de respect du scrutin que j'évoquais. En revanche, nous, après, nous nous comporterons en socialiste, c'est-à-dire que nous regarderons
texte par texte, si nous sommes d'accord ou si nous sommes en désaccord, et nous voterons comme nous le faisons toujours, en notre âme et conscience, c'est-à-dire si on est d'accord pour, si on n'est pas d'accord contre, et puis si on est mi-figue, mi-raisin, les abstentions, ça existe. Voilà. C'est le fonctionnement Est-ce que normal le du Parlement. NFP ne vous aide pas enfermé? Donc Lucie Cassion, on en parlait. Donc vous savez, il y a des groupes... Bernard Cazeneuve, est-ce que finalement, donc Michel Barnier, qui est LR, donc aujourd'hui est Premier ministre, quel sentiment avez-vous et comment voyez-vous la chose que ce poste de Premier ministre vous échappe? Est-ce qu'il n'y a pas une remise en cause aussi de votre mobilisation? Je ne sais pas. Non, moi je vous dis ce que je pense. Moi je pense qu'on a fait ce qu'on devait faire. C'est-à-dire qu'on a proposé une candidature. Ensuite, on a proposé une méthode. C'est-à-dire on a dit le gouvernement du Nouveau Populaire sera ouvert sur l'Assemblée avec une proposition de travail avec les autres forces du Front républicain. Cette proposition a été rejetée. Évidemment que je suis déçu que la gauche ne gouverne pas. Mais je suis déçu parce que le président de la République n'a pas respecté les institutions. Et je veux dire juste un mot sur le budget, qui est le premier texte, le texte central qui va arriver. Nous, qu'allons-nous faire sur le budget? Si le budget, c'est des services publics en moins pour les classes moyennes de ce pays et que tout se joue sur le dos de la dépense publique que les plus faibles et les classes moyennes de ce pays ont à leur seule disposition, alors on n'en sera pas. S'il y a un effort important qui est fait sur les questions fiscales, ce dont je doute aujourd'hui, parce qu'en fait, ce qu'on entend ne va pas dans le bon sens et que sur la question de la fiscalité des plus riches, des gens qui peuvent payer aujourd'hui, alors là, évidemment, on y regardera. C'est ce qu'on défend. On est cohérent avec ce qu'on est. Alors donc, je vous propose, regardez-le, le RN, dont les députés sont nombreux en Hauts-de-France. Je vous propose donc de regarder cette carte des résultats du second tour des législatives en juillet dernier, le 8 juillet. 30 députés sur 50 ont été élus dans les Hauts-de-France. Expliquez-nous ce que vous avez donc décidé avec le chef de l'État, un accord de Marine Le Pen pour la nomination de Michel Barnier, donc un accord secret ou bien adversaire ou ami. Quel état d'esprit? Quelles sont les coulisses? J'en ai pas connaissance. Moi, j'aimerais juste rappeler que certains autour de cette table doivent se réveiller parce que il n'y a pas de majorité à l'Assemblée, en fait. Personne n'a gagné. Et donc, finalement, Michel Barnier est un moindre mal, car il nous évite une politique d'extrême gauche qui aurait augmenté l'immigration, désarmé la police et rendu tout le monde égaux dans la pauvreté. Donc, avec M. Barnier, nous avons simplement donné des lignes rouges. Lesquelles de lignes rouges? Les 3 sujets les plus importants pour les Français, à savoir le pouvoir d'achat, qu'il veille à améliorer le pouvoir d'achat des Français, la sécurité, améliorer la sécurité, ça a été le cas pendant les JO à Paris, ça s'est très bien passé parce que justement il y avait un gendarme ou un policier à chaque coin de rue, et également peut-être faire comme l'Allemagne, installer une double frontière. On l'avait proposé lors des élections européennes, on avait dit que c'est impossible, et finalement les socialistes dont vous devriez peut-être vous inspirer l'ont fait en Allemagne. Alors Blaise Philbut, est-ce que le RN et ses alliés sont-ils en position d'arbitre aujourd'hui? Je crois que tout seul, aucun groupe n'est capable de censurer un gouvernement. Il faudra des alliances entre des oppositions au projet de ce gouvernement. Et donc, en tout cas, moi, ce que je souhaite, c'est que on l'aide à réussir. Il faut qu'on puisse faire avancer la France. Ce que nous disent les citoyens, moi, à Lille, à Marc-en-Barœul, à Tourcoing, quand j'y étais, c'est il faut que ça réussisse. Il faut que vous trouviez des solutions pour nos problèmes quotidiens. Donc, je prends l'exemple du travail, par exemple. Un sujet qui a été mis sur la table à de nombreuses reprises pendant les 2 dernières années à l'Assemblée nationale, le SMIC à 1 600 € proposé par le NFP, l'exonération des cotisations sociales proposée par nous. Eh bien, là-dessus, je pense que Michel Barnier va pouvoir, avec son gouvernement, trouver un consensus. Moi, je suis plutôt favorable à ce que les très très riches, alors pas l'augmentation des impôts pour tous, puisque nous nous sommes engagés à ne pas augmenter les impôts dans un pays qui en paye déjà plus que les autres, mais les super profits, les super dividendes qui ont déjà été mis sur la table, eh bien, je pense qu'aujourd'hui, quand il y a des gens qui ne peuvent pas vivre dignement de leur travail, eh bien, c'est un débat qu'on doit remettre sur la table et on pourra le faire avec tous les partenaires. Donc, je l'ai toujours dit, y compris pendant la dernière législature. Alors, les LR, donc, vous ressortez grand gagnant, alors que dans les Hauts-de-France, par exemple, vous étiez donc jusque-là 6 députés LR. Aujourd'hui, vous êtes le seul député LR dans les Hauts-de-France, 62 à 47 donc au Parlement. Michel Barnier donc est LR, donc le sentiment finalement d'avoir perdu, en tout cas pas complètement perdu des élections législatives aujourd'hui, d'avoir un Premier ministre LR et peut-être un gouvernement qui pencherait plutôt vers la droite. Donc est-ce que cela vous conviendrait? Il n'y a pas de grand gagnant, ça a été dit. Cette élection législative n'a donné aucun vainqueur en réalité. Et je pense que la doctrine qui doit être pratiquée par le gouvernement, je pense que Michel Barnier a bien ça en tête, c'est celle de la modestie et de l'humilité. Ce qu'on a bien en tête, c'est qu'aujourd'hui on est face à un champ de ruines. Tout s'est effondré, démocratiquement parlant, et on compte sur celles et ceux qui sont prêts à retrousser leurs manches pour faire avancer le pays. Et il y aura 2 catégories de personnes. Celles et ceux qui seront engagés, qui agiront
pour apporter des réponses au quotidien des Français, puis ceux qui seront les inspecteurs des travaux finis. Est-ce un gouvernement de droite soutenu par l'extrême droite? Critiquer à la fin, pardon? Est-ce un gouvernement de droite qui va se profiler soutenu par l'extrême droite? J'ai pas le sentiment, en tout cas. Moi, je sais qui m'a élu. Je reconnais celles et ceux qui n'avaient pas voté pour moi au premier tour et qui ont voté pour moi au second tour. Et je ne crois que beaucoup de collègues sont dans cette situation-là. Et inversement, donc ce n'est pas du tout ce qui est la novlangue d'une partie de l'échiquier politique qui est en train de dire que ce que vous venez d'évoquer. Je crois qu'en réalité, Michel Barnier est suffisamment indépendant, y compris à l'égard du président de la République. Il a lui-même dit qu'il était en rupture sur le fond et sur la forme. Et j'invite notre collègue sénateur à écouter ce qu'a dit Michel Barnier hier sur la fiscalité, justement. Il a dit qu'il n'y avait pas de tabou, notamment sur les super-profits. Il n'y a pas de tabou. Je trouve que c'est déjà une première rupture importante. Nous avons toujours mené, pendant ces dernières années, un combat pour améliorer le quotidien des Français. Et je pense qu'avec Michel Barnier, il y a matière à pouvoir œuvrer à nouveau. Alors l'émission se termine. Un dernier tour de table. Comment voyez-vous les choses avec ce gouvernement qui se compose et cette assemblée qui arrive? On commence avec vous, Alexandre Sabato. On ne va pas censurer M. Barnier a priori. Nous attendons de voir son discours de politique générale. Et ensuite, nous verrons si M. Barnier parle beaucoup et fait peu, car malheureusement, il y a souvent un fossé entre ce qui est dit et ce qui est fait. Et donc, nous attendrons des actes, notamment via le budget qui, je le rappelle, est la traduction politique en matière budgétaire de ce qu'il souhaite faire. Et donc, c'est à ce moment-là que nous jugerons l'action de M. Barnier. Donc, même question pour vous, donc Alexandre Louisila. Oui, nous agirons depuis l'Assemblée nationale, plein exercice de nos pouvoirs parlementaires pour influer sur tout ce que nous pourrons influer. Mais en revanche, évidemment, nous considérons que la logique du scrutin a été volée, abîmée, et que ce qui s'est passé est grave, et que les Français, à un moment, ils se demandent pourquoi ils votent, et c'est très grave. Speedboot en quelques Moi, je crois qu'autour de ce nouveau gouvernement, si on est rassemblés pour les valeurs de la République, pour la laïcité, pour les valeurs européennes qu'il porte à haut niveau, eh bien, on sera capable de trouver des solutions, et des solutions qui rétabliront la cohésion nationale dans notre pays. Merci beaucoup. C'est la fin de ce débat. Merci à vous d'y avoir participé. Restez avec nous pour Dimanche en politique sur France 3 National. Très belle journée et à dimanche prochain.